Bonjour à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on va vous présenter un jeu de pose d'ouvrier récemment paru sur Kickstarter. On va vous parler de Darwin's Journey. L'éditeur nous a gentiment prêté un prototype pour qu'on puisse vous présenter les règles, le matériel et également ce qu'on a pensé du jeu. Comme il s'agit d'un prototype, évidemment le matériel est susceptible d'évoluer, mais vous allez le voir, on est sur une version qui est déjà très proche de la version finale. Darwin's Journey est le fruit d'une collaboration entre deux auteurs talentueux, Simone Luciani et Nestore Mangone, dont la collaboration précédente nous avait offert Newton il y a quelques années. Le mode solo est signé David Turczi, les illustrations Paolo Voto, et le tout est édité par Thundergriff Games. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et vous pouvez compter 30 minutes de jeu par joueur. En termes de difficulté, on le place à 3,8 sur 5, en tout cas sur BGG, juste en dessous de Maracaibo. Darwin's Journey est un jeu de pose d'ouvrier et de combo, dans lequel les joueurs vont revivre les souvenirs de Charles Darwin, en particulier son expédition au travers des îles Galapagos qui a grandement contribué à l'élaboration de sa théorie sur l'évolution. Vous devrez spécialiser vos ouvriers afin qu'ils puissent réaliser les nombreuses actions proposées par le jeu. Vous devrez tour à tour étudier, puis livrer dans les musées les différents spécimens terrestres et maritimes proposés par le jeu. Vous devrez également réaliser des objectifs à plus ou moins long terme pour accumuler les précieux points de victoire qui feront de vous le gagnant de la partie si vous en avez le plus à la fin du jeu. Le matériel que nous allons vous présenter correspond à la version de base du jeu sans le mode solo qui n'est pas présent dans notre prototype. Donc tout d'abord, un zoom sur le plateau central, que l'on peut diviser en plusieurs zones. Donc, une zone d'action en haut à gauche, où l'on va envoyer nos ouvriers, une académie, une zone d'ordre de tour des joueurs, des objectifs à prendre et à valider au cours de la partie, une zone de correspondance avec ses enveloppes, et une zone centrale très importante avec le musée, où l'on va pouvoir livrer les spécimens que l'on aura étudiés. On a aussi une piste d'avancée de la théorie de l'évolution. Tout en bas, on a une piste d'exploration maritime et terrestre. Alors, une seule piste maritime et 3 pistes d'exploration terrestre. Sur le matériel à proprement parler des joueurs, on a des cartes de crew, un plateau de jeu avec des emplacements pour déposer les objectifs que l'on aura validés, des ouvriers, un petit livret avec les spécimens que l'on aura découverts, des tentes qui correspondront au campement pendant nos explorations et des timbres qui serviront pendant nos correspondances. Voilà pour l'aperçu très général du matériel, maintenant on passe aux règles. Darwin's Journey est un jeu de pose d'ouvrier assez classique en soi puisque chacun à son tour de jeu, on va prendre l'un de ses ouvriers et le placer sur un des emplacements d'action disponibles. Jusque-là, rien de neuf, simplement vous remarquez que certains emplacements disposent de prérequis qui se matérialisent sous la forme de seaux de cire de différentes couleurs qui sont présents à l'académie. Et sur votre plateau joueur, vous remarquez également à côté de vos ouvriers une série d'emplacements où vous allez justement pouvoir placer ces fameux seaux de cire. Vous allez donc en fait pendant la partie spécialiser vos ouvriers en fonction du type d'action sur lequel vous allez les placer. On pourrait presque parler de worker crafting, puisque vous allez les spécialiser grâce à ces seaux de cire. Une manche de jeu est découpée en 4 phases et on va commencer tout de suite par la première qui est la phase d'action. Les emplacements du plateau principal sont répartis en plusieurs zones matérialisées par des pages de carnet. Tout ce qui se trouve sur une même page de carnet est considéré comme faisant partie de la même zone d'action. C'est très important car il y aura un surcoût pour les ouvriers qui viendront se placer sur une zone d'action où il y aura déjà un ouvrier présent. Ce surcoût se paye en pièces et dépend du nombre de joueurs. Les emplacements d'action sont matérialisés par des lentilles. On a les lentilles de loupe et les petites lentilles. La différence entre les deux, c'est que les lentilles de loupe autorisent un nombre illimité d'ouvriers. Alors, on a les loupes rondes et les loupes carrées. Les loupes rondes autorisent autant d'ouvriers qu'on souhaite, mais chaque ouvrier qui viendra s'y placer après le premier impliquera forcément un surcoût pour son propriétaire, alors que les loupes carrées n'impliquent jamais de surcoût. Ensuite, les petites lentilles, comme celle-ci, implique qu'un seul ouvrier va pouvoir venir s'y placer. Une fois que l'emplacement est occupé, il l'est pour toute la manche. Ça n'exclut pas, cependant, qu'il y ait un surcoût. Vous voyez ici, par exemple, on a une même zone d'action sur ce petit carnet. S'il y a déjà un ouvrier placé ici, alors celui qui placera son ouvrier ici devra s'acquitter d'un surcoût. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir s'intéresser aux actions elles-mêmes.
On peut remarquer qu'il y a des emplacements avec un coup, mais sans lentille, et il faut obligatoirement qu'il y ait une lentille pour pouvoir effectuer l'action de ces emplacements. Vous pouvez placer une de vos lentilles personnelles grâce à cette action, en vous acquittant du coup bien sûr. Vous placez alors votre lentille personnelle sur l'action choisie, et vous pouvez l'effectuer en vous affranchissant des prérequis pour cette fois. Par la suite, l'action devient disponible pour l'ensemble des joueurs, et à chaque fois qu'un adversaire viendra sur votre lentille, vous gagnerez une pièce de la réserve. Ensuite, on passe à l'académie. C'est ici que vous allez pouvoir spécialiser justement vos ouvriers avec les fameux sauts de cire qu'on a vus au début. L'action de l'académie, c'est celle-ci. Vous allez pouvoir récupérer un saut qui se trouve ici en vous affranchissant éventuellement du coup. Sachez simplement qu'on ne réassortit pas tout de suite les sauts de tir, on en remettra à la fin de la manche uniquement. Vous récupérez donc un saut et vous allez le placer sur votre plateau joueur en face de l'ouvrier que vous souhaitez spécialiser. On va remarquer tout de suite que le premier ouvrier, on ne peut pas le spécialiser, il dispose d'un saut permanent, un saut violet en plus, qui est un saut de joker, vous pouvez le mettre à la couleur que vous voulez, et c'est tout. En revanche, les 3 ouvriers du dessous, vous allez pouvoir les spécialiser comme vous le souhaitez. Vous remarquez qu'à partir du 3e saut, il y a un coût à payer en plus, dont vous devrez vous affranchir absolument. Et également, les 3 dernières colonnes sont associées à des bonus. Vous remarquez d'abord des points de victoire qui sont symbolisés par des petits livres comme ça que vous obtenez à la fin de la partie. Et également, des lauriers ici, des lauriers argentés et des lauriers dorés. En fait, ce sont des boosters d'action. Une fois que vous allez placer un ouvrier qui possède des lauriers argentés ou dorés, enfin les deux puisque c'est cumulatif, sur un emplacement d'action du plateau central, eh bien, vous allez obtenir des bonus à chaque fois, qui sont en fait des compléments à la même action. On passe aux 2 zones à explorer. Tout d'abord, la navigation nous permet de faire avancer notre bateau sur la zone maritime. On gagne le bonus sur la case sur laquelle on s'arrête avec notre bateau et on peut être plusieurs joueurs sur la même case. Lorsque l'on franchit ces bandeaux gris, on place un explorateur sur l'île correspondante. Pour découvrir ces îles, il nous faut l'action exploration qui nous permet de faire avancer notre explorateur sur ces îles. De la même façon, on gagnera le bonus de la case sur laquelle on s'arrête, mais cette fois-ci on ne peut pas être plusieurs explorateurs sur la même case. Si un explorateur se trouve déjà sur une case, vous sautez cette case, elle ne compte pas pendant votre déplacement. Il y a de nouveau des petits bandeaux, mais cette fois-ci ils sont dorés. Ils vont servir à une sorte de course puisque seul le premier joueur qui passera ces bandeaux gagnera les points de victoire correspondants. Sur ces différentes pistes d'exploration, vous trouverez plusieurs actions et on va commencer avec l'action du campement. C'est l'action ici avec une petite tente représentée. Lorsque votre explorateur arrive sur une action campement, vous allez pouvoir placer l'une de vos tentes, en l'occurrence la tente la plus haute sur votre plateau joueur. Vous la placez donc sur un des 2 emplacements disponibles, à compter que les 2 emplacements soient disponibles, et vous obtenez tout de suite le bonus correspondant. Si jamais la tente que vous avez enlevée sur votre plateau joueur est associée à un bonus, vous obtenez également ce bonus. Vous obtenez tous les bonus en même temps. Bon. Vous remarquez que chaque action du campement a 2 emplacements, avec éventuellement un coût associé dont vous devez absolument vous affranchir pour obtenir le bonus, et même ne serait-ce que pour placer votre tente. En plus de ça, le fait qu'il y ait 2 emplacements limite évidemment le nombre de joueurs qui peuvent s'y placer. Premier arrivé, premier servi. Ensuite, l'action d'avancer sur la piste de la théorie de l'évolution. Vous avancez votre marqueur du nombre de cases indiqué par l'action sur cette piste, qui est un multiplicateur de points de victoire. On le verra ensemble dans la partie scoring de fin de partie. On passe à l'action de correspondance. Action de correspondance matérialisée par cette petite enveloppe. Vous allez placer un nombre de timbres égal à ce qui est indiqué sur l'action depuis votre plateau joueur. Donc vous voyez que vous avez 3 piles de 4 timbres. Vous pouvez prendre des timbres dans n'importe quelle pile et vous les placer sur, en revanche ici, une seule des 3 enveloppes qui se trouvent là. Ces enveloppes vont en fait apporter des bonus, on va les résoudre à chaque fin de manche, ça fonctionnera avec un système de majorité. Les 2 joueurs qui ont le plus de timbres dans chacune des enveloppes obtiendront les bonus associés et on leur enlèvera une partie de leur timbre qu'on défaussera à côté. Ça évite l'effet king-making, c'est-à-dire le fait qu'un joueur ait trop de bonus, enfin accumule les bonus. Voilà, donc c'est comme ça que vont fonctionner ces petites enveloppes. Notez également que si vous videz une ou plusieurs piles de timbres sur votre plateau joueur, vous effectuez immédiatement l'action qui y est associée.
Une autre action réalisable sur les pistes d'exploration, qu'elles soient maritimes ou terrestres, c'est le fait de rechercher des spécimens. Pour cela, il suffit de s'arrêter sur une case où il y a un spécimen et de prendre le jeton de recherche que l'on place sur le spécimen correspondant de notre plateau joueur. Une fois que vous avez recherché un spécimen, vous avez la possibilité, grâce à cette action, de le livrer dans le musée. Vous pouvez livrer 1 ou 2 spécimens si vous payez 3 pièces supplémentaires. Pour livrer un spécimen, vous devez impérativement l'avoir recherché sur votre plateau joueur, et donc vous livrez le ou les spécimens correspondants dans le musée, c'est-à-dire que vous ajoutez cette petite tuile dans le musée. Vous allez ensuite regarder la ligne et la colonne dans laquelle vous placez cette tuile. Pour chacune des cases vides, c'est-à-dire où il n'y a pas encore de spécimen recherché dans le musée, vous gagnez une pièce. Pour chacune des cases où il y a déjà un spécimen présent, vous gagnez une avancée sur la piste de la théorie de l'évolution. Vous voyez qu'on a les petits icônes ici. La seule que vous ne comptez pas, c'est celle que vous êtes justement en train de placer. Bon. Ensuite, vous prenez éventuellement un bonus si c'est le premier spécimen de la ligne. Ici, c'est le premier spécimen végétal. Je reçois une pièce supplémentaire. Et si vous placez le dernier spécimen d'une même ligne, vous recevez un bonus d'une avancée supplémentaire sur la piste de la théorie de l'évolution. Une autre action possible, c'est celle de faire des recherches sur des spécimens qui ont déjà été livrés au musée. Pour cela, on prend un jeton de recherche que l'on place sur 1 ou 2 spécimens déjà présents dans le musée sur notre plateau joueur. À quoi ça sert? Principalement à remplir des objectifs ou à effectuer d'autres actions. Ce n'est pas inutile, loin de là, d'autant plus que c'est une petite lentille, ce qui signifie qu'un seul joueur par manche pourra faire cette action. Ensuite, on a l'action des objectifs. Vous vous placez ici et vous récupérez un des 4 objectifs disponibles ici, plus 2 pièces. L'objectif que vous récupérez, vous pouvez le placer soit à côté de votre plateau, il faut imaginer qu'il y a 2 emplacements fictifs qui se trouvent du départ. En fait, on prend des objectifs au début de la partie, dans l'ordre inverse du tour pour avantager le dernier joueur, et on les place sur ces 2 emplacements. En fait, les emplacements à côté du plateau vous permettent un peu de flexibilité parce que vous n'êtes pas obligé de placer tout de suite les objectifs sur un emplacement du plateau. Si les 2 emplacements à côté de votre plateau sont déjà remplis, vous êtes obligé de le mettre directement sur un emplacement du plateau et il ne pourra plus en bouger. Alors que s'il est à côté, une fois que vous l'avez rempli, vous pouvez le placer où vous voulez sur votre plateau joueur. Ça vous donne de la flexibilité, voilà, c'est tout. Enfin, dernière action standard, modifier l'ordre du tour et gagner 2 pièces. Le premier qui s'y place deviendra premier joueur et ainsi de suite. Les joueurs qui ne s'y placent pas conserveront leur ordre relatif. À ces actions déjà nombreuses viennent s'ajouter 6 actions tirées au sort parmi 11 que l'on place sur ces emplacements. De base, seuls les 2 emplacements du haut ont déjà une petite lentille neutre, les autres devront être débloqués avec l'action qui permet aux joueurs de poser une lentille. On revient aux objectifs. Pour pouvoir valider un objectif, il faut évidemment avoir atteint les conditions qui sont demandées par l'objectif. S'il s'agit de ressources, attention, vous n'avez pas besoin de les dépenser, il faut juste les posséder. Bon, une fois que vous avez atteint l'objectif, vous allez retourner la tuile objectif correspondante, placée sur la ligne de la couleur correspondante. Vous voyez qu'il y a des objectifs argentés, des objectifs dorés. Donc, s'il est déjà dans un emplacement, simplement vous le retournez là où il se trouve, et s'il se trouve sur un des 2 emplacements flexibles à côté de votre plateau, vous l'amenez sur un emplacement de votre choix, vous vous acquittez du coup en pièces si nécessaire. Vous recevez ensuite tout de suite le bonus qui se trouve au-dessus, on ne va pas tout détailler, mais simplement voilà, il y a un certain nombre de bonus, et les points de victoire que vous obtenez, vous voyez, sont toujours en fin de partie, la petite flèche vers la droite. Bon, si jamais vous débloquez cet objectif-là en particulier, vous avez le droit d'ajouter un 5e ouvrier. Très important, très particulier parce que ce 5e ouvrier n'a en fait aucun emplacement disponible pour fonctionner avec des seaux de cire. Ce qui veut dire que vous allez soit devoir utiliser votre ouvrier pour le placer sur un emplacement qui n'en demande pas de seau de cire, soit vous pouvez utiliser ces petits jetons qui sont en fait des jetons temporaires, donc c'est un seau de cire violet, donc un seau de joker, temporaire, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous le dépensez, tout simplement. Intéressons-nous maintenant aux cartes de crew que l'on a évoquées au tout début de la vidéo. On en distribue 4 à chaque joueur en tout début de partie et on va les drafter une par une jusqu'à ce que tous les joueurs en conservent 3 et défaussent la dernière. Celles-ci nous permettent d'obtenir des seaux de cire de couleur que l'on va attribuer à chaque ouvrier qui n'en possède pas au tout début de la partie.
En cours de partie, on va pouvoir valider ces cartes pour obtenir des bonus très importants. Pour les valider, il faut qu'on ait un ouvrier qui dispose exactement des sauts de cire demandés pour chaque carte, en sachant qu'un ouvrier ne peut valider qu'une seule carte au cours de la partie. Mais ceci n'est pas négligeable puisqu'on a des bonus vraiment très forts, comme celui-ci qui nous permet d'avoir 2 fois 3 explorations terrestres, ce qui n'est pas rien. Ok, on passe à la deuxième phase, qui est la phase de réajustement d'ordre du tour. En fonction des joueurs qui se seront placés sur cette action de modification de l'ordre du tour, on va ajuster les cubes ici, et évidemment si personne ne s'y est placé, rien ne change. Troisième phase, c'est la phase de récompense. Pendant la phase de récompense, on va résoudre différentes actions dans l'ordre. Première chose, on va commencer par les correspondances. On va résoudre chacune des enveloppes en fonction des joueurs qui auront placé des timbres sur celle-ci. Vous vous rappelez, on a dit, les majoritaires vont obtenir les différents bonus. Donc le premier obtient ici 4 points de victoire, le deuxième 2 points de victoire, ici le premier 4 pièces, le deuxième 2 pièces, le premier explore 2 fois, le deuxième explore 1 fois, en fonction des joueurs qui s'y sont placés bien entendu. Ensuite, ces joueurs qui ont gagné les bonus vont perdre la moitié des timbres arrondis au supérieur qu'on mettra dans ce petit emplacement ici qui sert en fait de défausse de timbre. En plus de ça, cette défausse de timbre sera de nouveau utilisable si jamais vous avez vidé toutes les piles de votre plateau joueur. Bon, intéressant. Deuxième chose qu'on fait pendant la phase de récompense, c'est qu'on va déclencher les objectifs du Beagle. Alors le Beagle, c'est le bateau de Darwin, c'est le bateau marron sur le plateau de jeu, et en fait, vous voyez qu'à chaque phase, on a un objectif qui est associé, à chaque manche plutôt, on a 5 manches et donc 5 objectifs. Le premier ici sera validé par des sauts de cire rouge qu'on aurait sur notre plateau à raison de 4 points de victoire par saut de cire rouge. On va tous autour de la table marquer ces points, et à ces points obtenus, ici par exemple on aurait 4 points, puisqu'on a un saut de cire rouge, on va retrancher en fait le nombre de points qu'on voit ici à chaque fois sur ces petits diviseurs en fonction de notre position par rapport au Beagle. Ici, je suis derrière cette petite barrière de -1, ce qui fait que sur mon total de 4 points, j'aurai en fait finalement que 3 points. Et plus je vais être loin du Beagle, plus je vais avoir de points de retard, en sachant que tout ça est bien sûr cumulatif. Bon, dans tous les cas, vous ne perdez jamais de points suite à ces récompenses, vous perdez uniquement des points que vous auriez accumulés grâce à ces objectifs Beagle. Petite précision, les objectifs, ici les objectifs de votre plateau joueur, sont réalisables pendant la phase de récompense, ce qui fait encore plus de combos. Enfin, quatrième et dernière phase, on prépare la manche suivante. On avance le Beagle jusqu'à sa prochaine case avec un petit bateau. On réapprovisionne les sauts de cire, pour cela on enlève la ligne du haut, on fait remonter les lignes suivantes et on réapprovisionne les lignes du bas. Ensuite, on enlève les objectifs restants et on les remplace par des nouveaux. À la fin de la 5e manche, on va procéder au décompte final. Au point que vous avez déjà accumulé pendant la partie, vous allez ajouter 2 choses. Première chose, vous allez compter le nombre de points que vous avez sur votre plateau joueur. Les objectifs, vous vous rappelez, rapportent des points en fin de partie. Les ouvriers qui ont atteint un certain nombre de sauts de cire également, donc si vous avez atteint cette colonne-là, ça vous fait 3 points. Celle-ci, ça vous fait 6 plus 3 points, c'est cumulatif, on l'avait dit. Et également, si jamais vous avez débloqué la dernière tente, vous avez en plus 5 points supplémentaires. À ça vient s'ajouter le gros décompte, puisqu'il s'agit de la piste de la théorie de l'évolution. Vous allez multiplier 2, chiffre 2, par le nombre de lignes complètes que vous avez réussi à remplir dans le musée. Alors, c'est pas sur votre plateau joueur, c'est vraiment dans le musée, c'est-à-dire tous les joueurs ensemble ont complété le musée. Ici, on a une ligne complète, et vous multipliez ça par le nombre atteint sur la piste de la théorie de l'évolution. Donc ici, par exemple, on est à 2 plus une ligne complète, ce qui fait 3, multiplié par 3, ce qui vous fait 9 points. Évidemment, vous pouvez atteindre énormément de points si vous allez tout au bout de cette piste. Le vainqueur est bien entendu celui qui dispose du plus de points de victoire à la fin de la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui aura atteint l'emplacement le plus avancé sur la piste de la théorie de l'évolution. Maintenant que vous avez un petit aperçu du jeu, on va pouvoir vous dire ce que l'on en a pensé. Donc avant toute chose, on a fait 5 parties à 2 joueurs et une partie à 4 joueurs. Et on va vous détailler ce que l'on en a pensé par points, en commençant par le matériel. Premier point du matériel, donc on va pouvoir dire que le matériel est assez colossal. Il y a beaucoup de matériel, vous avez vu évidemment, il y a du matériel en veux-tu en voilà, et il faut vous dire qu'on a uniquement la version de base du jeu, sans le mode solo, enfin bref.
Il y a une version collector qui est disponible sur Kickstarter, où il y a quasiment le double de tout ça, où tout est amélioré, des pièces en métal, des petits jetons en bois imprimés, des plateaux même double couche, enfin voilà. Il y a vraiment tout ce que les joueurs attendent d'un super bon Kickstarter, c'est là-dedans, donc matériel comme ça. Avec des petits détails vraiment mignons. Alors je sais pas s'il y a que moi qui prête attention à ça, mais on a des ouvriers qui ressemblent à Darwin, et on a aussi des petits jetons transparents qui permettent de voir les spécimens lorsqu'on les pose. Moi, je trouve que c'est un détail, mais que ça fait aussi un petit peu le charme de ce matériel-là. Effectivement, allez, deuxième axe, thème illustration, et on commence par illustration. Le plateau. Waouh! Il est très très beau, il y a un superbe travail qui est fait dessus, sur le plateau, sur les plateaux joueurs, les objectifs, les spécimens, les cartes de crew. Il y a du travail et ça en jette. On sait même plus où donner de la tête au début, mais en tout cas c'est vraiment très beau. Effectivement, bien réussi, des zones bien délimitées, tout ça, peut-être un petit peu moins lisible, c'est hyper beau, donc un tout petit peu moins lisible, mais vraiment, tout petit peu, vraiment pas grand-chose. En termes de thématique, la thématique au musée est super bien présente, on étudie les spécimens, on les livre au musée, et donc on fait progresser la théorie de l'évolution, c'est logique, ça fonctionne, moi j'aime beaucoup cette partie-là. La partie exploration, par contre, peut-être un peu plus corsée. Là, on avance, on n'a que des bonus tout le temps, donc en fait, on a uniquement l'impression d'avancer un petit Gugus à travers une jungle de bonus et il faut choisir le bonus. Si on avait eu des petits trucs un peu plus piquants, un peu plus ok, je vais là, mais je sais que je me prends ça après dans la tronche, ça aurait peut-être été intéressant. Bon, à voir en tout cas pour la thématique, c'est ce qu'on en pense. Oui, sur la correspondance aussi, je trouve que la thématique est un peu moins présente. Oui. J'ai juste l'impression de rafler des bonus Oui. à la fin de chaque Oui, il y a des super beaux timbres, et puis en fait on correspond correspond quoi? On correspond pas, on sait pas à qui on correspond. Bref, bon en tout cas voilà, thématique illustration, c'est ce qu'il en est. On passe au gameplay alors oui. Du coup, gameplay. Au gameplay avec des tas d'actions, vous avez pu le voir un petit peu en vidéo, des tas de possibilités de scorer aussi, ça c'est très important parce qu'on va scorer tout au long de la partie, il y en a un petit peu ici lorsqu'on avance à chaque manche, vous avez aussi vos objectifs, que lorsque vous placez, vous pouvez déclencher d'autres combos déjà sur place, plus des points de fin de partie. Vous en avez aussi sur les pistes d'exploration, j'ai oublié. Là aussi, vous en avez un peu partout, donc il y a de quoi faire. Et du coup, on se creuse un peu la tête au début, on ne sait pas trop où on va. Mais pour l'instant, sur les 6 parties, nos scores augmentent et on n'est pas trop perdu. Ouais, on est plutôt bien, ça va après, on a un peu l'habitude des jeux, mais effectivement, c'est quand même, on a plein de directions possibles. Il y a 2 choses que j'aime bien, tout particulièrement. Première chose, le worker crafting. Le fait d'améliorer ses ouvriers dans une certaine direction avec ces petits sauts de cire là, ça c'est très très sympa. Ça permet vraiment de s'orienter sur une direction plus qu'une autre, déjà au début avec ceux des cartes de crew. Il y en a forcément un qui va manquer, on a tout de même le petit violet là, mais on va vraiment s'orienter sur différentes actions en fonction des exigences qu'elles ont en termes de sauts. Deuxième chose que j'aime beaucoup, alors pas trop pour la thématique mais pour la mécanique, c'est cette zone de correspondance. Le fait qu'on déclenche systématiquement une majorité à chaque fin de manche, c'est excellent, ça fait un petit phénomène de course, du coup, hop, je mets 2 timbres, moi j'en remets 2, mais moi j'en remets encore plus 2, et ainsi de suite. C'est vraiment ultra intéressant, d'autant plus que ces bonus-là sont vraiment pas négligeables, surtout si vous tombez sur les pièces, parce que manque d'argent dans le jeu, donnez-nous, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment très très important, et très bien pensé, moi j'aime beaucoup cette partie. Bon, on peut enchaîner avec rejouabilité, du coup, puisque plein de matériel égale plein de rejouabilité. Oui, puis ce manque de pièces peut être compensé par des choses qui sont tirées au sort, donc par exemple ici, et donc en fait finalement on va pas avoir les mêmes actions, les mêmes bonus à chaque partie, il y a vraiment de quoi faire, il y en a 11 des actions différentes, et encore seulement avec le jeu de base, sans les bonus du Kickstarter, donc on a vraiment un gros potentiel de rejouabilité. Bien sûr, oui. Énorme potentiel, et tellement énorme que du coup on n'arrive plus à se raccrocher à un élément. Alors, il y a un élément dans le jeu qui est fixe et qui, quel que soit le nombre de joueurs et tout ça, ce sera toujours la même chose. Ce sont les objectifs ici, parce qu'en fait, il y a exactement le bon nombre. Il y en a 4 x 5, il y en a 20 au total. Et donc, on va tous les voir. Toutes les parties, on verra tous les objectifs, pas dans le même ordre, bien sûr, mais au moins on sait que tous les objectifs vont sortir. Alors que là, sur les actions, on n'est pas sûr. Sur les objectifs du Beagle, on n'est pas sûr. Sur les correspondances, on n'est pas sûr. En fait, c'est dommage qu'on n'arrive pas à se raccrocher à quelques éléments vraiment fixes
Et je pense que, on va dire que l'équilibre est pas trop mauvais. Il y a les objectifs, il y a le musée qui sont fixes, le reste c'est assez variable. Mais voilà, je trouve que ces éléments-là, c'est peut-être un petit peu too much. Après, bon, voilà, de toute façon, on adore quand c'est rejouable, quand on peut en ajouter des caisses et tout ça. Mais voilà, c'est peut-être le point un petit peu négatif que je mettrais. Dernière chose, on peut parler de l'interaction. Alors, à 2 joueurs, moins présent qu'à 4 joueurs, on n'a fait qu'une partie à 4 joueurs et c'était vraiment tendu. D'autant plus que c'était la première partie, donc on était très concentrés sur cette partie-là. Ensuite, à 2 joueurs, j'ai trouvé ça plus facile parce qu'on partait pas forcément toujours sur les mêmes choses. T'avais tendance à me laisser beaucoup d'espace sur la piste d'exploration. Du coup, j'avais un petit peu moins de tension à 2 joueurs. Ouais, un peu moins, bah forcément, de toute façon, on réduit pas la map parce qu'on est à 2 joueurs. Alors, précision, il y aura une carte 2 joueurs au verso pendant la campagne Kickstarter. En fait, là, on joue avec un plateau 1-4 joueurs, on sait pas trop. Il y aura une version, donc un plateau 3-4 et un plateau exprès pour 2 joueurs. Donc, ce sera intéressant de voir la différence entre les deux. Moi, je trouve qu'on garde de l'attention, notamment sur la partie exploration ici. Alors, sur les actions avec, on a vu, les lentilles simples qui permettent un seul ouvrier, donc comme dans tous les postes d'ouvriers, il y a un phénomène de blocage sur les actions, donc ça c'est intéressant évidemment. Mais ici, c'est vraiment particulier parce que cette partie maritime, on ne se bloque pas, on peut être plusieurs sur la même case, donc on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller rechercher un spécimen. Par contre ici, sur la partie exploration terrestre, ben là du coup, si je reste sur mon petit spécimen jaune, là ici, et ben personne d'autre ne l'a. Tant que je suis là, personne ne peut y toucher. Et ça, c'est quand même vachement intéressant, même s'il y a un petit système de course avec des points de victoire, tout ça. On peut jouer de plein de façons, je trouve que vraiment, il y a de l'interaction, on n'est pas chacun dans son coin, et même à 2 joueurs. Ça, c'est chouette. Puis c'est un jeu de placement d'ouvriers où on va avoir un certain surcoût quand même qui est important. On paye 3 pièces lorsque l'on est 2 joueurs, 2 pièces lorsqu'on est plus. C'est pas rien. Pour se placer sur la même action, effectivement, c'est pas rien. Et si important. on joue pas toutes ces actions-là, on va perdre des bonus très importants. Donc oui, il y a quand même de l'interaction. Pour résumer, on a beaucoup aimé le jeu, un placement d'ouvriers avec un petit sel de worker crafting assez sympathique. Ça marche bien, ça tourne très bien à 2 et à 4 joueurs. On n'a pas ici la config 3, mais on imagine que ça tourne bien. Voilà, et en plus de ça, on a des temps de partie qui sont quand même relativement corrects. À 2 joueurs, je pense qu'on met aux alentours d'1h30. Même moins. Même, voilà, 1h30, installation et rangement compris. Parce qu'il y a quand même un petit peu de matériel, ça se fait pas en 2 minutes. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon équilibre, c'est très raisonnable. Et qu'est-ce que c'est beau, bon sang! On termine cette vidéo sur cette conclusion, on espère vous avoir donné un bon aperçu du jeu. Vous trouverez l'adresse du Late Pledge et du Pledge Manager dans la description de la vidéo. On vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.